face à l'Afrique, l'exacerbation du tribalisme en Afrique, à qui profitent les crimes. Aujourd'hui, nous avons comme invité un homme politique d'une grande envergure, M. Olivier Gabiro. À ma droite, à ma gauche, M. Skara Soli, qui est bien entendu journaliste professionnel. On va commencer ce débat, bien entendu, on parlerait de cette situation qui touche l'Afrique, souvent l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, le Cameroun, Guinée-Conakry, le Congo-Brazzaville, la RDC. Le tribalisme, c'est une gangrène, c'est un mal terrible qui frappe aujourd'hui l'Afrique. Comment faire pour résoudre cette question qui revient à chaque fois? Monsieur le ministre, vous avez été dans les affaires, vous êtes diplômé de l'Université Paris 2, vous avez fait votre 3e cycle du droit urbain, le droit urbain et mobilier. Vous êtes ancien de l'ENA, vous avez fait des hautes études ici à Paris. Votre formation vous a permis d'occuper des postes assez importants à la République centrafricaine. Aujourd'hui, cette tension que vous avez connue dans votre pays, vous avez connu des situations extrêmement graves où les anti-Balaka, les Sélékas sont affrontés dans la capitale Bangui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme image au regard de ce qui s'est passé en 2013, où les gens sont terriblement mutilés au regard des incitations des uns et les autres pour des velléités politiques? Je vous remercie, mais je crois qu'il faut remonter au tribalisme d'une manière générale en Afrique, et dans le cas de Centrafrique, voir comment les hommes politiques ont instrumentalisé le tribalisme. Les populations, entre elles, vivent en parfaite harmonie. Qu'elles soient de confession musulmane ou chrétienne, elles vivent parfaitement en harmonie depuis des décennies. Alors, je tiens à rappeler, quand vous avez été maire oui. de Bangui, vous connaissez à peu près, vous avez la cartographie du pays, mais dites-moi, pourquoi c'est arrivé d'un coup comme ça, ces tribalismes latents? Bon, ce n'est pas un tribalisme comme tel. Là, dans le cas que vous citez, c'est l'instrumentalisation de la confession religieuse. C'est-à-dire des gens qui sont majoritairement d'une confession. Mais en réalité, ce n'est pas le tribalisme comme tel. Parce que le tribalisme chez nous, bon, il est vrai qu'il a pris... le tribalisme renaît beaucoup plus à partir de la mort du président fondateur Barthélemy Boganda. Parce que lui, il y a un grand travail d'éducation civique qu'il a commencé. Il a même fait de telle manière que, vous voyez, quand je vois au Rwanda, sur des livrets d'identité, on met l'ethnie. Mais chez nous, on ne mettait pas du tout. On ne mettait pas l'ethnie. Et celui qui appelait quelqu'un, disons, son compatriote par son ethnie, était en quelque sorte puni. Donc il y a un très grand travail qui a été fait avec, disons, un grand thème qui est Zokwezo, ça signifie « tout homme est un homme », quel que soit son appartenance. Alors, il y a eu dernièrement, bien entendu, le forum de Bangui. Ce forum de Bangui a permis aujourd'hui de parler ouvertement. Chacun devait aller de son plein gré pour évoquer la situation qui a endeuillé le pays. Vous avez été vice-président du suivi de ce dialogue national. Alors, le résultat, ça donnait quoi comme résultat à l'issue de ces forums de Bangui? Le résultat, c'est que toutes les composantes de la nation, venues de toutes parts, ne sont pas pour la division, sont pour la réconciliation avec nos frères musulmans.
la cohésion nationale et la reconstruction de l'unité nationale. Comme je vous le disais, ce n'était pas les Centrafricains, musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie. Mais c'est lorsque la rébellion est arrivée à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale, qu'on a commencé à arrêter des gens par rapport à leur appartenance d'abord régionale. Mais il se trouve que la rébellion est venue d'une région majoritairement musulmane. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il y a une guerre religieuse, mais il n'y a pas de guerre religieuse. Et je peux même encore vous dire que ce sont les confessions religieuses, les leaders de confessions religieuses, qui ont évité l'embrasement. Parce qu'on voulait amener le pays vers une guerre de religion, mais ce sont les confessions religieuses. Donc, il y a un imam, il y a l'évêque de Bangui, il y a le président de l'église protestante, et c'est eux qui ont évité cet embrasement. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un problème religieux comme tel. Alors, M. Kara-Selli, bonjour. Bonjour. Alors là, on peut constater au Sénégal, c'est une avancée extraordinaire, une réussite. Les gens vivent en parfaite harmonie. Comment expliquer cela? Oui, donc merci de m'avoir invité, Roger, et puis merci aussi également de Sahar TV. Et donc le cas du Sénégal, c'est un cas particulier parce que le Sénégalais, d'abord, il y a très peu d'ethnies au Sénégal. Il y a une dizaine d'ethnies recensées. Et donc 6 ethnies dont on utilise le dialecte dans les médias, à la télévision par exemple. Et donc le Sénégalais est plutôt régionaliste qu'ethnique. C'est-à-dire donc parce que vous verrez dans une région plusieurs ethnies. Donc du coup le Sénégalais défend plutôt sa région que son ethnie. Et donc cela nous a permis de pouvoir asseoir cette démocratie qui est quand même assez longue depuis le temps du premier président du Sénégal, le président Senghor, et jusqu'à maintenant avec Macky Sall. Donc les Sénégalais, et surtout quand on voit les présidents qui se sont succédés au Sénégal sont tous issus d'une ethnie minoritaire parce que le président Senghor était sérère, son successeur le président Abdou Diouf également est sérère et le président Wade est tout couleur et Macky Sall également est tout couleur. Donc alors que l'ethnie majoritaire au Sénégal, quand on parle de tout couleur, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est les Alpulaar, c'est ceux qui parlent le Peul. C'est-à-dire les tout-couleurs, c'est une composante du groupe Alpulaar, des Peuls. Donc, donc Macky Sall est issu de cette ethnie. Et donc, ce n'est pas l'ethnie majoritaire. L'ethnie majoritaire au Sénégal, c'est les Wolofs. Et donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore un président Wolof. Donc, ça veut dire que les Sénégalais votent vraiment soit pour les personnes ou pour des partis politiques, pour des convictions. Alors, ce laboratoire extraordinaire qui est bien entendu le Sénégal, pourquoi on n'a pas transposé en fait ces laboratoires, par exemple, au reste de l'Afrique, surtout particulièrement en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, exactement. Vous avez posé parce que c'est tout à fait l'antithèse du Sénégal, la Guinée-Conakry. Donc les clivages ethniques est très très vivace en Guinée-Conakry. Donc parce que on voit les Soussous, le Peul, le Malinké, exactement, tout à fait, qui se battent pour le pouvoir. Voilà. Et aussi les forestiers où Dadis Camara était issu de la région des forestiers, donc qui a été président. Et donc Sékou Touré était Malinké et Alpha Condé actuellement il est Malinké mais élevé par les Soussous, dit-on. Et donc finalement chacun veut surfer sur ce sentiment d'appartenance ethnique pour pouvoir diriger le pays. Quand on arrive à Conakry, la seule chose qui vous frappe, c'est la séparation. Il y a un mur identitaire où une partie, il y a deux arrondissements voués uniquement à l'ancien, au candidat historique, oui. L'opposant historique, pardonnez-moi. Oui.
Et on traverse Koza, Amdala, et on remonte un peu plus haut, et il n'y a que de Peuls. Des Peuls. Et de l'autre côté, on voit des Soussous, etc. Le pays est coupé en deux. Est-ce qu'on ne voit pas à travers ça les prémices, en fait, d'un génocide? Parce que les gens parlent de génocide. Oui, voilà, d'une éventuelle guerre civile, tout à fait. Oui, vous avez tout à fait raison, Roger. Donc, c'est vrai que la Guinée a cette particularité. Donc, les gens ne jurent que de leur ethnie. Et puis, il y a trois confrontations et affrontements, on peut dire, entre les Malinké et les Peuls, 3 fois au marché de Conakry. Et donc, tout ça, ce sont les hommes politiques, bon, jeunes, avec la permission de monsieur le ministre, donc qui surfent sur cette vague donc d'antagonisme ethnique et qui essaie de l'attiser pour pouvoir profiter de ça, comme le titre de votre émission l'a si bien dit, à qui profite le crime. Donc en tout cas, ça profite à quelqu'un de toutes les façons. Et donc l'exemple de son pays qu'il vient de donner, donc c'est au début donc le père de l'indépendance, Boganda, est issu d'une ethnie minoritaire, et puis celui qui l'a remplacé aussi, David Dako, et ils sont des cousins germains, et le président Bokassa aussi. Donc ils sont tous issus les Mbaka, qui sont une ethnie minoritaire, et donc, mais ça ne leur a pas empêché de de diriger la Centrafrique. Et Catherine Panza, actuellement, qui est présidente de la République, présidente de transition, et aussi issue d'une ethnie minoritaire, et de sa mère, on dit que son père est d'origine camerounaise, d'après mes enquêtes. Donc, dans ce cas, donc, vous voyez que c'est vrai qu'il y a des antagonismes ethniques, mais cela n'a pas empêché quand même à des personnes ici d'ethnie minoritaire d'être élues président de la République. On va revenir par rapport à cela. Alors, on retourne vers l'Afrique centrale. Et on voit aussi au Congo-Brazzaville où le président Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 30 ans. Les Laris sont mis à l'écart. Il y a seulement son ethnie, il a la tribu qui est présidentielle, reine en maître, et les gens sont aussi vindicatifs aujourd'hui. Ils revendiquent leur droit d'aller au pouvoir. Comment on peut s'organiser pour que tout le monde puisse avoir en fait sa part du gâteau? Bon, part du gâteau, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est important, on ne peut jamais diriger un pays en donnant une certaine suprématie, une certaine hégémonie à une ethnie par rapport aux autres. Ça ne marchera pas. C'est une politique à courte vue, parce que qu'est-ce qui se passe après? Disons, l'ethnie qui exerce une hégémonie va être ciblée par les autres. Donc, dans l'avenir, il y aura beaucoup de problèmes entre ethnies. Deuxièmement, il faut nécessairement qu'il y ait une cohésion. Il faut nécessairement que, tout à l'heure, le frère parlait du Sénégal. Oui, il parlait du Sénégal, qui est beaucoup plus, où les gens sont beaucoup plus régionalistes. Bon, ça s'écarte, c'est-à-dire que ça s'éloigne un peu du tribalisme, dans ce sens que on est proche de la nation. Parce que vous savez que le tribalisme, c'est quoi? C'est d'abord le fait qu'avec l'indépendance, à l'indépendance, il y avait un État centralisé. Toutes les ethnies étaient centralisées, c'est-à-dire que il y avait un pouvoir, le pouvoir colonial. Mais ces ethnies, avec l'indépendance, c'est-à-dire que ces ethnies forment une nation ethnique. Il fallait un passage de cette nation ethnique à la nation civique qu'est l'État. Mais ce passage nécessite une éducation. Mais l'éducation par rapport à ce qui se passe, on voit à Bangui aujourd'hui, la transition ne marche absolument pas. Les 9 provinces qui constituent les 16 provinces de la République centrafricaine, c'est des provinces qui sont divisées. Les 9 provinces
issus de la religion musulmane, si j'ai oublié de dire ainsi, comment voulez-vous laisser ces provinces-là à l'abandon et au profit d'une petite minorité qui gère le pays? Bon, d'abord, quand il y a eu la crise en Centrafrique, il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus d'administration. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'intervention de l'ONU. Et dans l'intervention de l'ONU, différentes résolutions demandent d'abord le désarmement, demandent le redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire, mais ça ne peut pas se faire sans désarmement des milices tant anti-Balaka que... Bon. Oui, mais j'ai une question à vous poser concernant en fait vos responsabilités au sein du gouvernement. Vous avez été ministre du Transport, Travaux publics et Habitat, oui. Aménagement du territoire également. Oui, oui. Vous avez laissé à l'abandon en fait la partie musulmane, si on veut. Vous avez construit seulement la partie qui est à la fois chrétienne. Qu'est-ce que c'est cette histoire qui vous a permis, poussé à voir ces genres de comportements qui aujourd'hui, on voit les résultats à travers le massacre qu'il y a eu à Bangui? Non, il n'y a pas de construction de partis musulmans ou chrétiennes. Je vous disais que la crise c'est la crise de 2013 qui a fait ressortir une différence entre musulmans, centrafricains et musulmans. Mais il y a eu des frustrations avant. Avant qu'il y ait cette crise, on parle de frustration. Oui, la frustration est due au fait que le nord du pays est resté à l'abandon depuis l'indépendance. Bon, c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas eu une bonne politique de rééquilibrage physique du pays. On peut vous accuser, vous, parce que vous étiez au pouvoir. Pas moi, parce que j'ai commencé justement à faire une politique de rééquilibrage du pays. J'ai commencé, par exemple, à ouvrir une voie, et la seule voie qui donne accès à la mer, en passant par le Cameroun. Et une autre voie vers le Congo, une voie terrestre, Bangui et Brazzaville, et une autre voie vers le Soudan, là où justement il y a... Mais le problème, c'est que depuis l'indépendance, il y a... si vous voulez, c'est une zone difficile d'accès. En saison sèche, elle est souvent inondable. Et lorsqu'on a fait des études pour désenclaver complètement cette zone, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a des ponts sur lesquels de gros engins ne passent pas. Et donc, c'est un travail, qui a été entamé. Oui, alors il y a des revendications aujourd'hui, je terminerai avec ça, il y a des revendications aujourd'hui au sein de la communauté, entre guillemets, musulmane, les Séléka, entre guillemets, ils disent aujourd'hui, si eux n'ont pas leur part de gâteau, comme je disais tout à l'heure, la transition va être capotée, il n'y aura pas des élections parce que les 9 préfectures dont ils sont issus, personne ira faire... Ils ne sont pas issus de 9 préfectures. Non. Si vous voulez, ils occupent 9 préfectures. Mais ils ne sont pas issus de 9 préfectures. Ma préfecture se trouve un peu dans la zone où ils se trouvent, en quelque sorte. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas de... Ce n'est pas une zone où il n'y a que des musulmans ou des chrétiens, non. C'est une zone où tous les Centrafricains cohabitent. Vous pensez que la France a une part de responsabilité par rapport à cette affaire? Bon, mais là, ce que je constate, c'est que... La langue de bois, on peut le laisser de côté, on peut dire la vérité. Non, mais ce que je constate, c'est que la France est allée en Centrafrique en demandant une résolution des Nations Unies. Pourquoi il y a des rumeurs, pas des rumeurs, il y a des éléments qui prouvent que la France a instrumenté en fait ces deux partis pour que les gens se mettent en guerre, que se mettent en rébellion. C'est une question simple que je vous pose. Oui, je ne peux pas commenter les rumeurs, mais vous m'avez posé... C'est ce qu'on appelle les rumeurs répétées. Hein. Quand il y a des rumeurs répétées, par définition, ça devient une vérité. D'accord. Oui, mais je ne peux pas commenter des rumeurs répétées, même si elles sont répétées. Mais ce qui est sûr, c'est que les forces internationales, malgré les résolutions des Nations Unies,
n'ont pas fait le travail que la population attendait. Le travail de sécurisation de l'ensemble du territoire n'a pas été fait. Si vous parlez aujourd'hui d'une partie qui est occupée, c'est simplement parce que ce travail n'a pas encore été fait. Et pourtant, Dieu sait laisser comment ils sont nombreux en Centrafrique. Oui. Alors, votre réaction par rapport à l'argumentation du ministre de Monsieur le ministre, tout à fait, vous lui avez touché là où il fait, ça fait mal, tout à fait. Donc, c'est-à-dire, bon, moi, l'excuse que je peux lui donner, c'est que c'est vrai que les ressources financières de la Centrafrique sont quand même assez limitées. Sont limitées ou des ressources naturelles ne se sont pas limitées? Oui, ça c'est vrai. Les ressources naturelles ne sont pas limitées. Voilà. Oui, mais le pays reste quand même pauvre. Et donc, de par... La pauvreté, comment on peut définir la pauvreté à partir du moment qu'on dit, en termes de richesse, la richesse est là, et on dit... Oui, parce que si on regarde la Centrafrique, la mauvaise gouvernance, parce que si on voit la Centrafrique est venue de très loin, et si on remonte à Bokassa, son couronnement, et puis aussi donc tout ce qui a été dilapidé malheureusement, et donc et puis le pays n'a jamais connu de stabilité réelle. Il y a même des Centrafricains qui me disaient que après Bokassa, aucun président centrafricain n'a réellement travaillé ce pays. Et c'est la vérité, parce que la seule... Patassi, comme il a fait un travail extraordinaire pendant 10 ans, vous le savez, pendant 10 ans, Patassi a fait quand même un travail... Oui, la seule université, malheureusement, la seule université a été construite, par Jean Bodel Bokassa. Et puis, et les artères aussi, les grandes artères dans la capitale, c'est aussi son œuvre. Donc, du coup, les autres sont là à se défendre, c'est-à-dire à mettre les ressources du pays pour se défendre militairement. On va terminer avec la Centrafrique. Voilà. Mais parlons un tout petit peu de la RDC. Pourquoi aujourd'hui on voit la montée du tribalisme en RDC? Justement, donc le cas de la RDC est aussi particulier, parce que la RDC, c'est pratiquement 450 ethnies, donc il y a beaucoup d'ethnies, mais il y a 4, c'est des groupes linguistiques, on peut appeler comme ça, d'après mes recherches. Donc là-bas, ce sont les groupes ethnies et les groupes linguistiques qui sont là. Donc vous savez comme moi que... Voilà, Congo, exactement. Voilà. Donc, et Joseph Kabila est issu du groupe Swahili. Mais dit-on, c'est que dit-on, exactement. Donc ce pays aussi, comme les autres pays d'Afrique, malheureusement, est très mal gouverné, a été mal gouverné et continue à toujours être mal gouverné. Ce sont des pays qui n'ont pas eu de chance d'avoir des dirigeants qu'on appelle des dirigeants dignes de ce nom, c'est-à-dire qui aiment leur pays, des patriotes. Et donc peut-être Laurent Désiré Kabila, s'il était resté au pouvoir un peu plus longtemps, peut-être lui, peut-être. Donc ça aussi, c'est quand même mettre au conditionnel. Alors, on peut observer aujourd'hui à l'entourage de Kabila, même au sein de son gouvernement, il y a beaucoup de Katangais, il y a beaucoup de Swahilophones, et il y a très peu de gens qui viennent d'ailleurs. Or, le Congo, c'est un... Eh bien, c'est ça, justement, parce que c'est un pays qui est riche dans tous les sens du terme. Le Congo doit être l'exemple de l'Afrique. C'est un géant d'Afrique, un grand pays, et c'est un pays qui est pourvu de ressources naturelles et énergétiques, tout. Et c'est un pays qui a aussi du personnel, des gens, mais des gens, beaucoup de monde, et puis des gens qualifiés. Donc du coup, et pourquoi ce pays, avec tous ses atouts, ce pays reste encore pauvre? C'est la malgouvernance. La malgouvernance, voilà. On peut constater aussi, il y a 20 000 hommes de la MONUSCO en RDC, leur rôle était de sécuriser. Voilà, j'écoutais le ministre congolais de la communication et porte-parole, Lambert Mende, qui disait, justement, pratiquement, il disait qu'il y aura glissement. C'est-à-dire que les élections risquent d'être reportées. Ça, c'est autre chose, on en parlera. Voilà. Mais, monsieur le ministre, pour terminer, pour aller vers la fin, il nous reste que 5 minutes. Vous voyez, ça tourne très très vite. Alors, je souhaitais savoir, la résolution... Comment on peut aujourd'hui se mettre autour d'une table pour régler cette affaire du tribalisme? Parce que les hommes politiques instrumentent beaucoup, ils sont là pour attiser et pousser les gens vers ces genres de dérives. Alors comment on peut arriver à mettre tout le monde d'accord autour d'un compromis? Le compromis d'être un vrai panafricain. Bon, d'abord, c'est tout un processus aujourd'hui. On ne peut pas régler le tribalisme vraiment en un jour.
C'est tout un processus. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous étiez au gouvernement pour régler cette histoire? Parce que moi, je souhaiterais savoir. Apparemment, vous êtes nanti, vous êtes resté au pouvoir, avoir les ors de pouvoir, comme on dit. Non. Moi j'étais ministre dans un des départements techniques. C'est vrai que... Et tout ce qu'on dit est technique aussi. Oui, d'accord. Je ne suis pas celui qui avait la dernière décision. Et donc, il y avait un programme de désenclavement, et justement ce problème-là se pose. Nous avons 25 000 km de route. Et on n'a que 4 000 km qui sont prioritaires. Donc, il fallait se battre pour désenclaver, tant sur le plan urbain que sur le plan, disons, à l'intérieur du pays. Bon. Donc, c'est ce que je vous dis, le tribalisme, c'est vrai, il n'est pas exacerbé comme dans les autres pays. Mais avec la crise que nous venons de connaître, avec la gestion du pouvoir que nous venons de connaître et qui est à l'origine aussi de la crise, le tribalisme a commencé à s'exacerber. Bon, aujourd'hui, avec le forum... Qui a été un échec d'ailleurs. Bon, un échec par rapport à... Bon, disons... Et pourtant, vous avez apporté vos recommandations. Exactement. Vous avez pratiquement écrit ce que me dit-on, ce que je sais, voilà, la feuille des routes de ces forums. Oui, mais bon, on peut prendre comme on peut ne pas prendre. Alors, est-ce que vous avez mentionné au niveau de la feuille des routes cet aspect fondamental du tribalisme? Mais c'est fondamental. La cohésion, la recherche de la cohésion, la reconstruction de la réconciliation, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, il faut réaffirmer l'égalité de tous, en droit et en devoir. Alors, vous parlez, je vais vous passer la parole, vous parlez de routes que vous avez mises en place. Il n'y a que 2 routes qu'on a pu remarquer à Bangui. Quand on se promène, il n'y a que 2 routes. Des déserts agricoles serviraient aux gens qui viennent de 9 provinces de renflouer la capitale. Oui. Or, eux, ils sont frustrés à cause de ça, d'ailleurs. Vous savez, je suis resté 2 ans au gouvernement. En 2 ans, j'ai fait ce que, aujourd'hui, n'a pas été fait. Mais vous savez, chez nous, nous avons une très forte pluviométrie. Oui. On peut aménager des routes, là, oui. Mais ce n'est pas dire que, bon, mais quand on les a aménagés aujourd'hui... On va terminer, on va vers la fin. Oui. Dites-moi, on va aller je vais vous passer la parole pour terminer. Vous êtes candidat aux élections présidentielles. Alors, votre priorité, aujourd'hui, on dit que les élections vont être repoussées au mois de mars prochain. Votre priorité, c'est quoi? C'est de lutter contre le tribalisme? D'abord, la sécurité. Il faut que la sécurité revienne. Ensuite, il faut que tout le monde soit réconcilié. On ne peut pas construire un pays en mettant des gens parce qu'ils sont musulmans. Les uns contre les autres? Non, alors, pas du tout. Votre réaction est aussi le monde de la femme, votre solution en tant qu'expert, expert de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, par rapport à ces problèmes du tribalisme. Oui, on va terminer avec ça. Tout à fait. Donc, monsieur le ministre qui disait qu'il serait candidat, bon, j'ai quelques noms ici, par exemple, Désiré Kolimba, Sylvain Patassé, Vigele Martin, Anis Edoleguele, Charles Louban, et Clarisse Yapelego. Vous avez oublié Amine Michel Voilà, Amine Michel, paraît-il, n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature, mais oui, il le sera probablement. Donc, et ils avaient posé la très bonne question à monsieur le ministre, parce que nous avons un candidat sous la main. Donc, et surtout, le pays, comme il le dit, doit être d'abord sécurisé. Mais comment peut-on organiser des élections alors que le Nord reste à l'écart? L'Afrique n'a pas besoin de tribalisme, honnêtement, parce que le tribalisme divise, le tribalisme provoque la guerre civile. Donc, ce qui peut se faire, bon, comme le cas du Sénégal, le cas du Bénin, sont des exemples frappants pour une démocratie solide, et ceux qui veulent tripatouiller leur constitution donc, doivent être boutés hors du pouvoir.
Hors du pouvoir, voilà, nous arrivons au terme de notre émission. C'était passionnant. Monsieur le ministre a eu le temps de nous expliquer et de se défendre parce qu'il a eu des manettes de pouvoir. Et aujourd'hui, il est candidat aux élections présidentielles. On verra son programme de société par rapport au tribalisme, parce qu'on parle du tribalisme aujourd'hui. Comment enrayer le tribalisme? C'est une gangrène qui touche l'Afrique. Et nous partirons vers une Afrique qui sera unifiée et pacifiée. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre Olivier Gabirol, d'être venu assister à cette émission extraordinaire sur le tribalisme, parce que le tribalisme, ça détruit l'Afrique. Et merci également notre ami journaliste Kara Soli, directeur du site internet Afrique Nouvelle. Oui. Merci de votre pertinence, de ce que vous avez apporté comme élément par rapport à cette affaire, votre pierre à l'édifice. Merci les amis téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.